Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes dynamiques économiques mondiales. La crise bancaire en France a commencé, c'est une phrase choc que l'on voit de plus en plus. Banque sous pression, dette élevée, marché nerveux, croissance fragile. Mais que se passe-t-il réellement? Simple inquiétude passagère ou signal plus sérieux? Car lorsqu'on parle des banques, on parle aussi de l'économie du crédit de la confiance. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les inquiétudes augmentent, ce qui fragilise le système bancaire et ce que cela pourrait signifier pour l'Europe sans panique. Sans exagération, juste une analyse stratégique, commençons. Pourquoi les banques inquiètent à nouveau? Depuis plusieurs années, les banques évoluent dans un environnement de plus en plus complexe. Inflation persistante, hausse des taux d'intérêt, ralentissement économique, marché plus nerveux. Pendant longtemps, le système financier européen a fonctionné avec des taux très faibles, beaucoup de liquidités, un accès facile au crédit. Ce contexte favorisait l'investissement l'immobilier, la consommation, la croissance économique, mais progressivement la situation a changé. Le retour brutal des taux élevés. Face à l'inflation, les banques centrales ont commencé à relever leurs taux. Objectif: ralentir la hausse des prix. Mais cette décision a aussi créé des tensions sur les marchés. Des coûts de financement plus élevés, une pression sur certaines banques. Quand les taux montent rapidement, certains actifs perdent de la valeur. Obligations crédit, investissements sensibles aux taux. Et cela peut fragiliser les équilibres financiers. Une confiance plus fragile. Le système bancaire repose sur une chose essentielle, la confiance. Quand les marchés commencent à douter, la nervosité augmente rapidement. Chute des actions bancaires, inquiétudes médiatiques, réaction des investisseurs. Même sans crise immédiate, la perception peut suffire à créer des tensions. Une économie plus lente. Autre problème, le ralentissement économique. Quand la croissance ralentit, entreprises et ménages empruntent moins. Certains remboursements deviennent plus difficiles. Cela peut augmenter les risques pour les banques. Le poids de la dette. En Europe, plusieurs économies doivent aussi gérer des niveaux de dette élevés. Dette publique, dette privée, coûts de financement plus importants. Cela crée une pression supplémentaire sur le système financier. La France, dans ce contexte, la France reste une grande économie avec des banques importantes, un rôle central en Europe, un système fortement connecté aux marchés européens. Cela signifie que toute tension est observée de près. Mais il faut garder une nuance importante. Inquiétude ne veut pas dire effondrement. Une situation sous surveillance. Aujourd'hui, autorité banque centrale, investisseurs, surveillent attentivement la liquidité, les marchés, la stabilité bancaire. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce premier chapitre met en évidence une réalité essentielle. Les inquiétudes bancaires ne viennent pas de nulle part. Hausse des taux, ralentissement économique, dette, tension financière, tous ces éléments créent un environnement plus fragile, mais pour l'instant, cela reste une situation sous surveillance. Et c'est précisément ce qui nous amène à la suite. Quels sont les véritables risques pour la France et l'Europe? Les véritables risques pour la France et l'Europe. Après avoir compris pourquoi les inquiétudes reviennent autour des banques, une question essentielle se pose. Quels sont les vrais risques aujourd'hui? Car entre les titres alarmistes et la réalité économique, il existe souvent une grande différence. 1. Le risque de ralentissement du crédit. Les banques jouent un rôle central dans l'économie. Elles financent les entreprises, les ménages, les investissements. Mais lorsque le contexte devient plus tendu, elles peuvent devenir plus prudentes, moins de crédit conditions plus strictes, financement plus coûteux, et cela peut ralentir l'économie. 2. La pression sur l'immobilier. Le secteur immobilier est particulièrement sensible aux taux d'intérêt. Quand les taux augmentent, les emprunts coûtent plus cher. Certains projets sont reportés, la demande ralentit, les prix peuvent subir une pression. Comme les banques sont fortement liées au crédit immobilier, ce secteur est surveillé de très près. 3. Les marchés financiers plus nerveux. Autre facteur important, la volatilité des marchés. Quand les investisseurs deviennent plus prudents, les actions bancaires peuvent chuter rapidement, même sans crise majeure. Cela fragilise la confiance. Et dans la finance, la confiance est essentielle.
4. Le poids des dettes publiques. Plusieurs pays européens doivent gérer des niveaux de dette élevés. Avec des taux plus hauts, le coût du financement augmente. Cela réduit les marges budgétaires, augmente les tensions économiques et peut inquiéter les marchés. 5. Une Europe très connectée. Le système financier européen est fortement interconnecté. Banques, marchés, assurances, dettes souveraines, cela signifie qu'une tension locale peut avoir des effets plus larges, mais cette interconnexion a aussi un avantage. Les mécanismes de soutien sont plus nombreux. 6. Les protections mises en place depuis les précédentes crises. Depuis les grandes crises financières passées, les règles bancaires ont été renforcées, contrôle plus strict, réserves plus importantes, surveillance accrue. L'objectif, éviter une crise systémique. 7. Le vrai danger, la perte de confiance. Au final, le plus grand risque n'est pas toujours la faillite immédiate, mais une perte progressive de confiance, peur des marchés, réaction excessive, incertitude économique. Ce sont souvent ces éléments qui amplifient les tensions. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre montre une réalité importante. Les risques existent. Ralentissement économique, tensions immobilières, marchés nerveux, dettes élevées. Mais il faut aussi comprendre, le système est aujourd'hui plus surveillé et mieux préparé qu'avant. Ce n'est pas une situation simple, mais ce n'est pas non plus un effondrement automatique. Et c'est précisément ce qui nous amène à la question suivante. Que pourrait-il réellement se passer maintenant? Les scénarios possibles, simple tension ou crise plus profonde. Après avoir analysé les risques qui pèsent sur les banques et l'économie européenne, une question devient essentielle. Que peut-il réellement se passer maintenant? Car contrairement aux discours extrêmes, plusieurs scénarios sont possibles. Scénario 1, une stabilisation progressive. Dans ce scénario, les tensions restent limitées, les marchés se calment progressivement, l'économie ralentit sans s'effondrer, les banques centrales ajustent leur politique, les investisseurs retrouvent de la confiance, le système absorbe le choc. C'est souvent le scénario recherché par les autorités. Scénario 2, une période de forte volatilité. Autre possibilité, les marchés restent nerveux pendant plusieurs mois. Variations importantes, inquiétudes régulières, réactions rapides des investisseurs, sans véritable crise majeure. Mais avec une forte instabilité psychologique. Scénario 3, une pression économique plus profonde. Dans certains cas, le ralentissement économique peut s'intensifier. Baisse de l'investissement, consommation plus faible. Difficultés pour certaines entreprises, cela peut fragiliser davantage certains secteurs financiers. Scénario 4, un incident bancaire isolé. Parfois, une banque spécifique peut rencontrer des difficultés. Mauvaise gestion, pertes importantes, problèmes de liquidité. Mais cela ne signifie pas automatiquement effondrement général du système. Les autorités peuvent intervenir rapidement. Scénario 5, une crise de confiance plus large. Le scénario le plus sensible, une perte de confiance généralisée, peur des marchés, réaction en chaîne retrait, massif, panique financière. C'est souvent ce type de dynamique qui transforme une tension en crise réelle. Pourquoi la situation reste différente des grandes crises passées? Il est important de garder une nuance essentielle. Le système bancaire actuel est plus surveillé qu'avant. Réglementation renforcée, tests de résistance, réserves plus importantes. Cela ne supprime pas les risques, mais cela change la capacité de réaction, le facteur clé, la confiance. Au final, tout repose sur un élément, la confiance. Confiance dans les banques, confiance dans les marchés, confiance dans l'économie. C'est elle qui détermine la stabilité ou la panique. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce troisième chapitre met en évidence une réalité essentielle. Plusieurs trajectoires restent possibles. Stabilisation, volatilité, ralentissement, tension plus forte. Rien n'est totalement joué. Tout dépendra des décisions économiques, de l'évolution des marchés et surtout de la confiance. Et c'est précisément ce qui nous amène à la dernière question. Comment se préparer intelligemment dans un monde plus incertain? Comment se préparer dans un monde plus incertain? Après avoir analysé les risques et les scénarios possibles autour des banques et de l'économie européenne, une question devient essentielle. Comment réagir intelligemment? Car dans les périodes de tension, la pire stratégie est souvent la panique. 1.
garder une vision lucide. Première réalité, les marchés traversent régulièrement des périodes d'instabilité. Peur, rumeurs, réactions émotionnelles peuvent amplifier les tensions. Il est donc essentiel de garder du recul. 2. Comprendre que l'incertitude fait partie du système. Aucune économie n'est totalement stable. Cycles économiques, phases de croissance-ralentissement font partie du fonctionnement normal des marchés. L'objectif n'est pas d'éviter toute incertitude, mais d'apprendre à naviguer avec elle. 3. Éviter les décisions impulsives. Dans les périodes de stress, certaines personnes réagissent trop vite, ventes paniques, décisions émotionnelles, mouvements précipités. Cela augmente souvent les risques. Les stratégies solides reposent sur la discipline, la réflexion, le long terme. 4. Diversifier ses approches. Un principe fondamental, ne jamais dépendre d'un seul scénario. Diversification, charter, réduction du risque. Différents actifs, différents secteurs, différentes approches. Cela permet d'être plus résistant face aux chocs. 5. Observer les signaux importants. Certains éléments doivent être surveillés de près. Décisions des banques centrales, inflation, marché du crédit, croissance économique, ce sont eux qui influencent la stabilité financière. 6. Miser sur la compréhension. Dans un monde saturé d'informations, comprendre devient un avantage énorme. Ceux qui analysent calmement prennent souvent de meilleures décisions. 7. Rester adaptable. Enfin, une qualité devient essentielle, la flexibilité. Les marchés changent, les économies évoluent, les équilibres se déplacent. Ceux qui s'adaptent rapidement résistent mieux aux crises. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce 4e chapitre met en évidence une idée essentielle. On ne contrôle pas les marchés, mais on peut contrôler sa manière d'y réagir, comprendre. Anticiper, rester stratégique. Ah, c'est cela qui fait la différence. Conclusion finale, ultra puissante. Alors, la France et l'Europe sont-elles réellement au bord d'une crise bancaire ? La vérité est plus complexe que les titres alarmistes. Oui, les tensions existent. Hausse des taux, ralentissement économique, dette élevée, marché plus nerveux. Tous ces éléments créent un environnement plus fragile. Mais il faut aussi comprendre une chose essentielle. Fragilité ne signifie pas effondrement automatique. Depuis les grandes crises passées, les systèmes de surveillance ont été renforcés. Les banques sont davantage contrôlées. Les mécanismes de réaction sont plus rapides. Cela ne veut pas dire qu'aucun risque n'existe, mais que le système actuel est mieux préparé qu'avant. Et c'est là toute la différence. Car dans les périodes de tension, ce sont souvent les émotions qui aggravent les situations. Peur, panique, perte de confiance peuvent transformer une inquiétude en véritable crise. La confiance est le cœur du système financier. Quand elle tient, les tensions restent gérables. Quand elle disparaît, tout devient plus dangereux. C'est pourquoi il est essentiel de garder du recul, de comprendre les dynamiques, d'éviter les réactions extrêmes. Parce qu'au final, les crises ne détruisent pas seulement les économies, elles révèlent surtout qui était préparé et qui ne l'était pas. Dans un monde plus instable, la compréhension devient une forme de protection. Ceux qui réagissent sous émotion subissent souvent les événements. Ceux qui analysent gardent une longueur d'avance. La vraie question n'est donc pas « une crise est-elle possible ?», mais « sommes-nous capables de comprendre les signaux avant les autres ?» Et c'est exactement l'objectif d'Atlas stratégique, décrypter les grandes dynamiques, comprendre les transformations, garder une vision claire dans un monde incertain. Ou trop. Si cette analyse t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Atlas stratégique et dis-moi en commentaire simple tension bancaire ou début d'un tournant plus profond. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.